Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Quels sont les événements qui ont marqué l'actualité de ce milieu de semaine? La réponse dans le sommaire. Le sommet Rio+20 s'est achevé il y a quelques jours. Le conseiller de gouvernement José Badia, de retour en principauté, dresse le bilan de cette semaine de travaux et de négociations pour vous. Rio, où a été annoncé le 16 juin la création à Monaco d'un centre international de coordination sur l'acidification des océans. L'élite mondiale du monde équestre se retrouve du 28 au 30 juin sur le port Hercule à l'occasion du Jumping international de Monte-Carlo, édition 2012. Eux aussi ont leur édition 2012. Les annuaires de Monaco viennent de paraître avec en couverture des œuvres artistiques. Il sera enfin question des cours de guitare dispensés tout l'été dans le cadre du Passeport Culture. La conférence des Nations Unies Rio+20 s'est achevée il y a quelques jours, 20 ans après le sommet de la Terre de 1992. Plusieurs gouvernements se sont rendus sur place afin de renouveler leur engagement politique en faveur du développement durable. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, était sur place, il a participé à ce sommet, tout comme le conseiller de gouvernement José Badia. De retour en principauté, Jean-Christophe Dimino l'a rencontré, l'occasion pour lui de lui demander ce qu'il faut retenir de ce sommet en termes de travaux, de négociations et de propositions. On l'écoute. S'agissant de l'ensemble des pays, on comprend bien qu'il soit difficile dans le contexte actuel que l'on ait une unanimité forte auprès de 193 entités qui ont chacun leurs problèmes financiers, leurs problèmes sociaux. Et donc c'est vrai que sous cet aspect-là, le résultat est sans doute moins fort, moins probant. Je crois que les ONG, elles, ont bien fait leur travail, ont donné un certain nombre d'idées. Les composantes industrielles, commerciales ont fait beaucoup d'avancées. Et ce que l'on peut constater, c'est que localement, somme toute, la lutte pour la préservation de la planète fait l'objet de nombreuses initiatives, toutes très intéressantes les unes les autres. Le prince souverain s'est déplacé, évidemment, avec sa délégation. Vous-même, quel était le message porté par Monaco à ce sommet Rio+20 ? Vous savez que le prince, lui, est très attaché d'une manière générale à la protection de la planète et au développement durable. Il a rappelé à la tribune que Monaco ferait partie des pays neutres en 2050, ce qu'il avait déjà dit à Copenhague et auparavant. Donc, je veux dire, son engagement demeure et il est toujours intact. Son ambition, peut-être plus marquée à l'occasion de ce sommet de Rio, était de voir prise en compte la problématique des océans. Les eaux profondes ou les eaux de haute mer font absolument l'objet d'aucune réglementation. Et je dois dire que de ce côté, les travaux préparatoires que le prince avait fait faire grâce à l'atelier d'experts qui s'était tenu en décembre de l'année dernière, qui a conduit au message dit de Monaco, un bon nombre d'éléments, une vingtaine environ, du message de Monaco ont été repris dans la déclaration de Rio. Et donc je crois sincèrement que même s'il n'y a pas, comme on aurait peut-être pu le souhaiter, un début de décision formelle sur ce sujet, il est clair que la problématique des océans et la sensibilité sur les eaux profondes est bien désormais dans le panel des actions que la communauté internationale va devoir respecter. Et pour la diplomatie de Monaco, et le prince en particulier, je pense qu'il faut le considérer comme un réel succès. Sommet Rio+20 toujours, lors de la journée dédiée aux océans, la création d'un centre international de coordination sur l'acidification des océans a été annoncée. Il doit être basé dans les laboratoires de l'environnement de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se trouve en principauté. Alors dans quel but? C'est ce que nous explique Maria Betti. Elle est interrogée par Maurizio Di Maggio. Cet centre international il aura la mission de coordonner tous les résultats et les données sur l'acidification des océans. C'est un centre né pour la volonté de l'État membre de l'IAIA et avec le soutien de la principauté ici à Monaco. Et la coordination des données sur l'acidification des océans, c'est très importante parce que c'est en conséquence de changement climatique. Il y a des impacts très grands sur l'économie de tous les pays du monde, je dirais, des pays développés et des pays en vue de développement.
Les laboratoires pour l'environnement ici à Monaco, c'est le seul laboratoire dans le système des Nations Unies. Et depuis 50 ans, on existe ici dans la Principauté avec le soutien des familles princières, en personne, le soutien des princes souverains Albert II. En plus, dans la Principauté, il y a une histoire des amours, pour les océans. Albert Ier, c'était un océanographe. Il a fondé ici le bureau hydrographique, il a fondé ici la commission pour l'exploitation de la mer Méditerranée. Il y a aussi les centres scientifiques de Monaco, la fondation Albert II. C'est une niche très importante pour faire des études de ces sujets, je pense. On referme ce volet dédié à l'environnement, place au sport et au jumping international de Monte-Carlo, puisque d'ici quelques heures, les chevaux vont faire leur grande entrée sur le port Hercule. Tous les ans, plusieurs temps forts ponctuent cet événement. Diane Fisher-Whatley, qui en est la présidente, associe son expérience et son savoir-faire aux compétences du cavalier que l'on ne présente plus, Ian Top, figure emblématique du monde équestre. Pour vous faire vivre de beaux moments, on l'écoute. Cette année, ça s'est très bien passé, comme nous avions un petit peu plus de temps que d'habitude, enfin, c'est-à-dire un temps normal, dirons-nous. Ça s'est très bien passé, ce qui nous a permis de faire des infrastructures qui sont encore plus belles et plus importantes que d'habitude, puisque nous avons, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au lieu d'avoir une structure à deux doubles étages, nous en avons deux. Et ce qui nous permet aussi d'avoir un tout petit peu plus de temps pour peaufiner les installations et faire que ce soit encore plus beau. Nous avons un gros sponsor qui nous soutient cette année, qui est HSBC. Donc oui, ce sont des nouveautés très importantes parce que pour nous c'est très important de voir que l'on nous soutient et qu'on nous prend au sérieux. Alors une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur en Principauté. Combien de personnes sont attendues? Écoutez, je pense qu'on va avoisiner les 10 000 personnes. Combien de cavaliers? Combien de cavaliers? Nous avons 50 cavaliers en 5 étoiles, 50 cavaliers dans les amateurs et nous avons une dizaine de poneys pour les épreuves poneys, les épreuves maçonnie. Et alors de nombreux cavaliers étrangers? Oui, bien sûr, comme d'habitude, nous avons la meilleure cavalière mondiale qui est Edwina Tops-Alexander. Nous avons Kevin Stott, qui est un des meilleurs cavaliers. Nous avons Christina Lieber. Nous avons 6 cavaliers monégasques qui prendront le départ, dont Wenceslas Tomel, évidemment Charlotte Casiraghi, Ilaria Soutera, qui représente la Principauté. Tous les 3 ont de grands objectifs pour ce sport et veulent arriver au plus haut niveau. Vous avez certainement aperçu les différentes infrastructures qui sont mises en place sur le quai afin d'accueillir au mieux le public, les chevaux et leurs cavaliers. Des cavaliers de renommée internationale. Le jumping, une compétition de très haut niveau. C'est un reportage signé Christine Datomel et Sylvain Perromal. Étape du Global Champions Tour, prestigieux circuit mondial de 10 étapes, ce jumping 5 étoiles monégasque réunit à nouveau l'élite de l'équitation. Jusqu'au mois de novembre, 13 villes du monde accueillent les plus prestigieuses compétitions outdoor de jumping internationaux. Avant de faire escale en Principauté, le Global Champions Tour a déjà fait étape dans 5 villes dont Doha et Cannes. Véritable défi pour les cavaliers, Monaco s'inscrit comme une compétition importante dans ce circuit mondial, mais aussi comme l'une des plus difficiles techniquement. La piste est plus petite que dans les autres épreuves, elle est beaucoup plus petite. Donc ils viennent d'avoir fait des épreuves avant dans des grandes pistes en sable, après des grandes pistes en herbe. On a fait Cannes qui était une piste un peu plus petite et maintenant ils descendent sur une piste encore plus petite avec beaucoup de lumière. Le public qui est très près de la piste, donc techniquement c'est pas facile tourner, c'est pas facile galoper. Donc techniquement, il faut des chevaux avec beaucoup de contrôle et des cavaliers très experts. Grande nouveauté de 2010, la Pro-Am Cup parrainée par Charlotte Casiraghi réunira à nouveau cette année le vendredi soir les amateurs confirmés et les cavaliers internationaux lors d'une épreuve contre la montre par équipe juste avant la grande finale de samedi qui clôturera en beauté ce jumping international de Monte-Carlo. On quitte le port Hercule, direction le Larvoto, changement à la tête de la direction de l'Anibox. L'établissement destiné aux jeunes de Patrice Pastor est dirigé depuis le 26 juin par Richard Borfiga, qui n'est autre que l'ex-patron du Carrément. Jean-Christophe Dimino s'est rendu sur place.
À 48 ans, Richard Borfiga fait donc un retour remarqué dans le monde de la nuit monégasque après la success story du Carrément, qu'il a occupé pendant 7 ans au Grimaldi Forum. Après la création du salon professionnel du clubbing, le Mix, l'enfant du pays formé au lycée hôtelier reprend en main le Nibox, à commencer par la discothèque rebaptisée Live Club pour l'occasion. Nouvelle idée, nouveau défi avec l'expérience du Mix et tout ça. On va essayer un nouveau concept. Le Carrément, c'est super. Il y a eu beaucoup de paroles dites sur le Carrément, mais la clientèle était super. C'est vrai qu'on vise beaucoup les locaux, car ça va nous faire vivre à l'année. Mais un peu différent, parce qu'on est au bord de l'eau, on va rêver, on va s'amuser, on va se déchaîner. Au-delà du club, c'est tout le concept du Nibox qui sera bientôt revisité. Richard Borfiga entend faire revenir les plus jeunes en leur offrant de nouvelles activités de loisirs et pourquoi pas même des débouchés liés à l'industrie de la musique. Je veux qu'ils poussent la porte, qu'il y ait des animations le soir, des jeux, le bowling, des jeux vidéo nouveaux. C'est vrai qu'on parle aussi d'un studio d'enregistrement, un des plus gros studios d'enregistrement européens, puisque c'est le producteur de David Guetta et divers grandes stars. C'est un accord où il y aura la formation pour les jeunes monégasques qui ont envie d'apprendre dans ce métier-là et qui pourront, les talents monégasques, enregistrer dans ce studio gracieusement. Pour le studio, il faudra sûrement attendre quelques mois. L'actualité du Nibox version Borfiga, ça commence donc dès le début de la saison estivale, le 12 juillet. 50 soirées consécutives animées jusqu'à 5 h du matin. Semaine en principauté marquée également par les parutions des annuaires monégasques. Depuis quelques années, Monaco joue les mécènes à l'égard des artistes de la principauté et des environs en s'associant à la galerie L'Entrepôt. 3 œuvres artistiques sont ainsi visibles sur les quelques 18 500 exemplaires des pages jaunes et blanches de cet annuaire. Un reportage signé Fabien Bonilla. Le thème du concours de l'Open des artistes 2012, la cité de demain. Après la sélection faite par les internautes et le vote du jury sur 65 artistes inscrits au départ, 3 œuvres ont été primées. Les pages blanches ont été offertes à Alain Gianpaoli, il a obtenu le prix du public. Joël Chobagnan a quant à lui reçu le prix Monaco Télécom. Son œuvre futuriste, inspirée de l'univers de Mad Max, ornera l'édition Collector, une édition limitée distribuée aux personnalités de la principauté. Quant au grand gagnant du prix de l'Open, il s'agit de Michel Lavaille. Son travail est désormais sur la première de couverture des pages jaunes. Le thème, c'était la cité demain. Donc moi, c'est un thème qui m'a interpellé dès le départ, parce que j'ai travaillé par le passé dans l'architecture. Donc c'était pour moi quelque chose qui était très fort. Donc j'ai voulu montrer que demain, la cité, elle pouvait vivre et perdurer. Et je l'ai intitulé donc la cité d'énergie au pluriel. Pour moi, il y a les énergies humaines, et puis les énergies, la nature, donc l'eau, le végétal, etc. Et tout ça, pour moi, demain, il faut que ça soit en symbiose. C'est aussi un signe pour montrer que Monaco a une dynamique aussi dans ce sens-là. Et je pense que cette œuvre, elle s'inscrit totalement dans ce contexte. Lors de la première édition, l'Open des artistes était réservé aux personnes de la principauté. Depuis, ce concours est ouvert aux artistes des Alpes-Maritimes et de la région d'Imperia. Il s'agit là de la 3e édition. L'idée était de donner une plateforme de vision aux artistes de Monaco et de la région. Ça donne aux 3 vainqueurs une grande visualisation. Ça fait 3 ans qu'on est sur cette aventure. Le premier sujet, c'est de soutenir les jeunes artistes de la principauté ou qui vivent autour de la principauté et de permettre que ce support gagne en créativité, en originalité. Plutôt que de faire quelque chose d'assez simple et d'habituel, on a préféré offrir ce support-là à des gens dont c'est le métier de créer. Le thème de l'Open des artistes 2013 a été annoncé à l'occasion de cette présentation des annuaires, le fait divers. Dans le reste de l'actualité. Au Yacht Club de Monaco, une cérémonie a été organisée en présence, vous le voyez, de son Excellence le ministre d'État. L'ambassadeur d'Italie en principauté a procédé à la remise de la décoration de grand officier de l'ordre de la Stella d'Italia, la plus haute distinction civile en Italie, à Enzo Zanotti, président fondateur du groupe ESCO, groupe international présent en principauté depuis 1976, dont le siège est à Monaco. ESCO, spécialisé dans la logistique et la mise en place d'infrastructures dans des environnements souvent désavantagés. Le groupe collabore très souvent avec la direction de la coopération internationale afin de mener des projets liés à l'aide humanitaire.
La fin de l'année approche à grands pas et pour les parents qui n'auraient pas encore finalisé le programme estival de leurs enfants, eh bien sachez que le Passeport Culture 2012 propose une large gamme d'activités au mois de juillet et au mois d'août, parmi lesquelles la pratique d'un instrument. Éric Lerouge, que l'on ne présente plus, dispense ainsi des cours de guitare. Patricia Navarro l'a rencontré pour vous. Depuis à peu près 4-5 ans, donc, je fais des stages pour les débutants au centre Stéphanie. Et donc je fournis les instruments, donc ils n'ont rien à amener. Toutes les guitares sont prêtées pendant le stage. Et c'est un stage qui se déroule donc, essentiellement donc, de 14h30 à 16h30 sur une semaine. Ça va durer du lundi au vendredi. Donc là, ça a été découpé en trois stages. Il y aura un stage début juillet, donc juste après les vacances scolaires, l'année scolaire, pendant le début des vacances. Et ensuite, entre fin juillet, début août, et ensuite fin août. Donc il y a 3 stages cette année qui sont prévus. Au bout d'une semaine de stage, vous avez quand même des gamins, vu que c'est très intensif, ça représente plus de 10 heures de cours, qui arrivent déjà à jouer un petit peu. En quelques heures de cours, ils arrivent déjà à s'exprimer, à faire des accords, jouer des petits riffs de guitare, des fois chanter aussi. C'est assez sympa. Le vendredi, on s'amuse bien déjà. Le Passeport Culture propose un bel éventail d'activités. Outre la guitare, eh bien, sachez que vous pourrez suivre aussi des stages d'art. Et de l'art, il en est justement question avec la toute dernière exposition proposée par la galerie Carré Doré. Les icônes immortelles. À travers leurs œuvres, eh bien, les artistes rendent hommage à 3 icônes, Marilyn Monroe, Grace Kelly et Mona Lisa. Des personnalités connues et appréciées du grand public. Ce choix s'inscrit d'ailleurs dans la volonté de la galerie de s'ouvrir au plus grand nombre. On écoute la propriétaire de la galerie Carré Doré. On a réuni autour de ce thème 7 artistes avec le renommée internationale qui viennent de pays très différents comme Buryat Zorekto par exemple, c'est un petit peuple dans les frontières de la Russie. Il y a des Italiens, il y a des Français, et il y a les Chinois. Et ils traitent chacun de sa manière ces images très bien connues du public. En fait, ça c'est une partie de notre Art Club de Monte-Carlo qu'on est en train de créer, disons, formaliser, qui réunit les artistes ainsi que les amateurs d'art. Et on développe cette idée avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'intérêt parce que ça, pour nous, ça crée un espace culturel qui est très important, je crois, pour Monaco et pour notre quartier où on se trouve, le quartier de Condamine. Prochainement, on envisage l'événement assez intéressant avec nos voisins, la nouvelle galerie RSMAS qui est juste en face de chez nous. Et on cherche de créer les événements artistiques, disons synthétiques, qui vont réunir tous les modes d'art dans les soirées, j'espère très intéressantes pour les publics. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité de ce milieu de semaine. On passe à présent à vos prévisions météo. Jeudi, quelques nuages matinaux, du soleil et de la chaleur dans la journée, température comprise entre 23 et 28 degrés. Vendredi, un soleil quelque peu gêné par les nuages accrochés au Montagel. Samedi, prolongement de la période de temps sec, assez largement ensoleillé. Augmentation des températures, il faudra compter jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Dimanche 1er juillet, chaleur de plus en plus lourde. Et puis le début de semaine s'annonce aussi très lourd avec la présence de quelques nuages orageux en fin d'après-midi, température comprise entre 25 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.